Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau vlog. C'est le vlog numéro 2 qui fait suite au vlog numéro 1. Alors dit comme ça peut paraître un peu stupide, mais pour le coup il fait vraiment suite au vlog numéro 1 que j'avais intitulé AliExpress le court-circuit et pour lequel vous avez été très nombreux en fait à réagir et je vous en remercie parce que je vous avais proposé justement de débattre un peu sur ce sujet. Pour ceux qui n'ont pas vu ce premier vlog, je vous suggère d'y aller et puis de regarder les commentaires parce que c'est vraiment très intéressant. Et justement, parmi tous les commentaires qui ont fait suite à cette vidéo sous forme de réflexion, en fait, il y avait deux aspects qui revenaient assez souvent. C'était le fait que oui, la plupart trouvaient qu'effectivement c'était super intéressant d'acheter des leurres sur AliExpress, mais qu'il ne fallait pas oublier que derrière, on avait affaire à des leurres qui étaient le plus souvent des copies de leurres existants. Et puis aussi le fait que si les leurres, notamment japonais, étaient vendus si cher, c'est aussi parce que derrière, il y avait une quantité très importante de recherche et développement. Et ça, évidemment, c'est un coût non négligeable comparé à une société qui se contenterait de récupérer des designs existants pour les appliquer à des leurres et les produire en très grande quantité. Donc c'est sur ces deux petits points que je voulais revenir avec vous aujourd'hui, et notamment sur le premier qui concerne la copie, parce que ça c'est un sujet qui m'avait beaucoup intéressé, moi, quand j'ai commencé à acheter sur AliExpress. Je me suis dit, mais effectivement, il y a des leurres qui sont très ressemblants, et c'est un euphémisme, si on les compare à des leurres vendus 5, 6, 10 fois parfois plus cher en France. Quand je dis 10 fois, j'exagère pas, hein, ça vaut 2,50 €, c'est une copie du Duo Realist Gearbait 100 SP, et ce leurre-là vaut 26 € en France quand même. Hein. Alors, je vous le dis tout de suite pour ceux qui l'ignorent, il ne vaut pas ce prix-là au Japon. Hein. Il y a beaucoup d'intermédiaires qui font que le prix augmente énormément. Pour ceux qui connaissent ce leurre-là, c'est un peu la même chose. Ça vaut 2 € l'unité en France. Je parle du leurre japonais. La pochette, vous l'achetez directement au Japon, ça vaut 5 €. Mais bref, c'est pas là le débat. L'idée, c'était de dire on achète là des leurres qui sont des copies. Donc, ce que je voulais évoquer avec vous, parce qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui ne savent pas, c'est qu'en fait, définir ce que c'est qu'une copie s'agissant d'un objet manufacturé, c'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour le protéger, il faut qu'il apporte une certaine innovation technologique. Un exemple qui n'a rien à voir avec la pêche, c'est la technologie Dual Cyclone de James Dyson, qui lui a permis de faire ses aspirateurs sans sac. Il y avait des aspirateurs avec sac, lui il est arrivé dans son petit garage, selon la légende, il a créé cette espèce de technologie avant-gardiste. J'ai enfin réussi à inventer quelque chose qui marche. Il l'a déposé, personne n'a eu le droit d'utiliser pendant 20 ans, parce que c'est comme ça, c'est pratiquement pareil dans tous les pays, un brevet court pendant 20 ans. Et donc il s'est fait évidemment un max de pognon pendant ces 20 ans, et passé ces 20 ans, la technologie est tombée dans le domaine public, tout le monde s'est jeté dans le secteur, évidemment maintenant Dyson est minoritaire dans la vente, même s'il gagne encore beaucoup d'argent, il est minoritaire dans la vente de cyclones. C'est pareil pour tous les produits qui présentent une innovation technologique, dont les leurres. Vous n'avez donc pas le droit de copier un leurre s'il présente une innovation technologique pendant les 20 ans qui suivent le dépôt du brevet. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est que les leurres, c'est très très vieux en fait, mais très très vieux. Alors je vais vous montrer quelques exemples, et puis je vous mettrai en même temps le document du brevet de l'époque. On pourrait presque faire un jeu. Hein. À votre avis, ça date de quand la cuillère? Je vous préviens, moi ça m'a surpris aussi. Hein, donc. Il y a 1000 ans ou quelque chose comme ça. Ça a été inventé en 1866 par un nommé W.D. Chapman. Et ce gars-là, c'était un sacré génie puisque en 1885, il a inventé le poisson nageur. C'est-à-dire près de 50 ans avant Rapala. On continue. Le leurre articulé, premier dépôt de brevet, 1908. Une seule articulation. Ça fait donc 111 ans. Le leurre souple, 1950. Le leurre souple avec un attractant intégré, en l'occurrence c'était du sel, 1955. Ah oui, j'ai oublié. La bille bruiteuse dans un leurre, 1948. Le spinnerbait, 1964. En fait, tous les leurres que vous trouvez aujourd'hui sur le marché sont issus d'innovations technologiques qui sont désormais dans le domaine public. C'est-à-dire que vous pouvez, a priori, les copier
librement et les améliorer, puisque le produit de base n'est plus protégé. Mais je vous avoue que quand j'ai découvert ce produit, je me suis dit, mais attends, ça c'est une espèce de corps comme ça, solide, avec une espèce d'hélice en fait, à une seule pale, qui tourne autour de l'axe de nage. J'ai dit, ça c'est quand même nouveau, quoi. J'ai dit, comment ça se fait qu'il n'y ait pas de brevet qui protège cette formidable technologie qui est assez récente? Et bien parce qu'en fait, c'est pas du tout récent. Ça, c'est une remise au goût du jour d'un leurre qui a été créé en 1918, c'est-à-dire il y a 101 ans. Ça a été créé par un dénommé C.C. Roberts. Ça, la version originale, ça s'appelait le Mud Puppy. Et donc celui-là qui est arrivé près d'un siècle plus tard, en fait, il ne peut pas se prémunir d'un brevet puisque il ne fait que s'inspirer d'un leurre existant déjà. Et alors là, on se dit, oui mais attendez, on ne peut pas comparer un leurre qui date de 1885 avec un leurre comme cette petite merveille technologique. Eh bien en fait si, on peut. Yes we can. On peut, pourquoi? Parce que c'est au fabricant du leurre de démontrer qu'avec ce profil particulier, avec cette bavette particulière, avec cette ondulation du corps, son leurre se différencie au point qu'il peut être acté en tant que nouvelle innovation technologique. Donc prenons ce leurre-là, mais prenons la version de Duo. Duo peut toujours protéger son leurre. Les Chinois arrivent derrière, en l'occurrence Birking ici, avec ce leurre-là. Qu'est-ce que va faire Duo en fait? Sur quoi il va l'attaquer? Il ne peut pas l'attaquer sur le leurre lui-même. Pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'il démontre que leur leurre est plus efficace et qu'il apporte un avantage technologique qui justifie qu'il soit protégé. Et ça, c'est super difficile en fait, parce qu'il faudrait qu'il arrive à démontrer que ce leurre va prendre plus de poissons, va être plus efficace, va avoir un pouvoir d'attraction supérieur à celui-là, ou à tout autre leurre qui ressemblerait de près ou de loin. Et ça, c'est pas possible. Si Duo a tenté un procès sur la technologie, il ne pourrait pas gagner, parce que toutes les technologies qui sont intégrées sont déjà dans le domaine public. En revanche, ce que pourrait faire Duo, ce qu'aurait pu faire Duo, c'est protéger le design. Parce que ça, on peut le faire. Et il y a un exemple qui est très connu, qui est le procès qui a opposé Apple à Samsung, lorsque Samsung a copié le design de l'iPhone. Apple avait déposé le design de l'iPhone avec notamment les bords arrondis. Samsung a copié ce design. Apple a intenté un procès à Samsung et l'a remporté. Parce que le design était protégé. Aux États-Unis, ça dure 14 ou 15 ans, je ne sais plus exactement. Duo pourrait très bien dire, par exemple, moi je dépose cette forme de leurre très précise avec ce petit œil roublard qui est là, ce coloris, par exemple, particulier, et donc personne n'a le droit de le copier. Une petite précision quand même, vous avez le droit de déposer un design à la condition, et c'est super important, que le design n'influe en rien sur le fonctionnement de l'objet que vous voulez protéger. Prenons un exemple. Si vous faites une bavette comme ça, qui a une forme bizarre particulière, vous ne pouvez pas la déposer parce que la bavette, en fait, elle fait partie de la manière dont le leurre va se comporter dans l'eau. En revanche, vous pouvez déposer ce fameux petit œil roublard, et là, Duo aurait pu le faire. Pourquoi il ne l'a pas fait? Tout simplement parce que d'une part, ça coûte cher, et puis d'autre part, et ça, c'est eux qui me l'ont confirmé parce que je les ai contactés il y a 2 ou 3 ans, parce que de toute façon, les Chinois, ils s'en foutent en fait. Alors oui, il y a une contrefaçon du design, c'est évident. D'ailleurs, ils s'en cachent même pas. Si vous allez sur le site de Birking, ils reproduisent le schéma de la position des billes bruiteuses à l'intérieur du leurre que Duo a mis sur son site. Ils doutent de rien, ils s'en foutent quoi. De toute façon, ils savent qu'ils ne pourront pas être attaqués sur la position des billes, ils ne pourront être attaqués que sur le design. Duo m'a répondu que c'était tellement compliqué qu'ils laissaient tomber quoi. C'était une plaie pour eux, ils pouvaient pas faire grand chose de ce côté-là. Alors c'est une explication qui est un peu longue, mais l'idée c'est de dire que en fait, c'est pas des copies ces leurres-là, c'est une déclinaison d'un leurre qui a été créé il y a des dizaines et des dizaines d'années et qui est tombé dans le domaine public. Il a été plus ou moins amélioré, mais personne sur ce type de leurre ne peut prouver que du fait qu'ils aient choisi cette forme-là, le leurre est plus performant. Un leurre comme un crankbait, par exemple, c'est extrêmement différent d'un jerkbait, mais ça reste quand même un poisson nageur avec une bavette, des hameçons, et une forme de poisson. Donc, dans la mesure où vous ne pouvez pas prouver que ce poisson se montre extraordinairement plus efficace que celui-là, vous ne pouvez pas montrer que c'est une innovation technologique.
la même manière, ici, ça c'est un leurre Sea-Night. Et le leurre Sea-Night, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont mis un cylindre avec une bille bruiteuse qui est placée perpendiculairement à l'axe de nage. Eh ben, c'est une copie de ça. Ça, c'est un leurre original, c'est un Rapala. C'est eux qui ont créé cette technologie. Mais ça ne reste rien de plus qu'une bille bruiteuse, donc qui est tombée dans le domaine public en 1968. Good evening and welcome to the middle of the film. Je me permets juste de faire un petit aparté en ce qui concerne le prix des leurres, parce que sur d'autres vidéos que j'avais faites, c'était sur les leurres souples en fait. Quand j'avais fait la vidéo concernant ce leurre-là, il y a des gens qui m'avaient dit que c'était pas comparable. C'était pas comparable par rapport au leurre qui était le leurre original, qui est pour le coup quasiment strictement identique. Hein. Et en fait, j'ai pas cherché à discuter parce que là, on est dans le domaine de l'effet placebo, qui est assez connu. Hein. En fait, ça a été démontré plein de fois. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse dans le bas de la vidéo. En fait, c'est une étude du MIT qui a été faite en 2005 et qui a montré que quand les gens payaient plus cher un produit, ils en tiraient des bénéfices. Ils avaient fait ça et qu'à l'époque, c'était avec une boisson énergétique. Ils avaient fait boire une boisson énergétique à un panel de testeurs. Ils leur avaient dit, pour certains, que le produit était très important, par exemple 20 €, je dis n'importe quoi. Et les autres, on leur avait dit que le produit valait 2 €. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec une très grande proportion, les gens à qui on avait dit que le produit valait 20 € résolvaient un nombre plus important de puzzles que ceux à qui on avait dit que le produit valait 2 €. Ce qui veut dire qu'en fait, ça n'a rien à voir avec le quotient intellectuel ou l'intelligence. Hein. Il ne faut pas dire que c'est des débiles mentaux. C'est comme ça, on est leurré, le cerveau est leurré. En fait, voilà, vous payez quelque chose plus cher et donc vous vous attendez à ce qu'il soit mieux. Et mieux que ça, il se révèle mieux. C'est-à-dire qu'il vous en tirez un plus grand bénéfice. Ce qui veut dire que ces leurres-là, si vous le proposez à un panel de personnes en leur disant que c'est celui-là, l'original, et qui vaut 20 €, par exemple, encore une fois, je dis n'importe quoi, et qu'à l'autre panel, vous leur filez l'autre, eh bien, toutes choses égales par ailleurs, ils prendront plus de poissons avec celui-là. Parce que vous leur aurez fait croire qu'il vaut 20 €, alors que ce n'est évidemment pas le cas. Donc, fin de l'aparté, pour plus de renseignements, allez voir l'étude que je vous mets en lien. Elle est en anglais, mais bon, c'est comme toutes les études scientifiques, vous vous emmerdez pas. Vous lisez le début, ça s'appelle intro ou abstract, et vous lisez la fin, ça s'appelle discussion ou conclusion. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, vous faites un copier-coller du paragraphe, vous foutez ça dans Google Trad et vous aurez une idée de ce dont ça parle. Je voulais juste terminer avec le fait que certains d'entre vous disaient que oui, mais les Japonais, quand même, ils font beaucoup d'innovation, ce qui justifie quand même le prix très élevé du leurre. Et ben, c'est la continuité de ce que je vous ai dit avant. Oui, les Japonais innovent, mais les Chinois aussi, ils innovent. Je vous ai présenté des fois des leurres MM longues. Les leurres MM longues, c'est des originaux et je prends un max de poissons avec. Il ne faut pas apporter un si gros crédit à l'innovation concernant des leurres de pêche. Encore une fois, ils ont été inventés il y a plus d'1 siècle. Alors, c'est des innovations, c'est vraiment à la marge, c'est peanuts, quoi. C'est plus au niveau du design qu'ils font des innovations. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'innovations parce qu'il y a plus de leurres aujourd'hui disponibles qu'il n'y en a jamais eu. Mais bon, ça reste quand même un bout de plastoc avec une technologie qui... Enfin, tu vois, c'est pas la NASA non plus, hein. Tu es un pantin articulé. Tu n'es qu'un jouet en plastique. Donc là encore, j'espère que ce vlog vous a plu et qu'il va vous inspirer pour réagir et puis pour échanger toujours dans la courtoisie et la bonne humeur. Hein, voilà. Et puis surtout s'il y a des choses que j'ai ratées ou bon, je me suis pas mal regardé sur la législation, mais s'il y a des choses qui sont différentes en France, notamment sur le design, n'hésitez pas à m'en faire part parce que le design, c'est surtout aux États-Unis que j'ai fait mon enquête. Et puis, si vous connaissez des leurres pour lesquels vous voyez qu'il y a vraiment une innovation technologique et vous avez en plus le brevet qui le démontre, n'hésitez pas. Ah oui, juste une petite précision quand même. C'est pas parce qu'il y a un brevet qui est déposé que le gars va gagner un procès si jamais quelqu'un limite. Hein. Il y a des exemples, plein d'exemples qui ont montré. Il y a un jugement notamment qui date de 1997. Il y a un type qui a créé un leurre souple avec un attractant qui durait vachement plus longtemps que les autres attractants. C'était vrai, sauf que des experts ont montré que oui, mais alors est-ce qu'on prend plus de poissons avec ça? Ben non, c'était pas possible de le démontrer. Il avait été copié par un concurrent. Le concurrent a gagné son procès. Donc voilà, c'est pas parce qu'il y a un brevet que vous êtes à l'abri de toute copie de votre innovation. Là aussi, je vous mettrai en lien la référence du procès en question.
Voilà, bah merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo qui était sûrement assez longue. Je ne sais pas comment je vais la monter. En tout cas, merci aussi pour votre fidélité. Et puis on se revoit pour la prochaine. Cette fois, j'espère, au bord de l'eau ou pour vous présenter un nouveau produit. Parce que oui, j'ai beau avoir un nombre de leurres considérable, j'arrive encore à en acheter quelques-uns. Et en plus, en suivant vos conseils, vous verrez ça plus tard. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao, ciao.